On a l'immobilier d'entreprise où là on a une protection qui peut être équivalente, voire même parfois supérieure pour le propriétaire, puisque en fait on considère que c'est de professionnel à professionnel ou même de particulier à professionnel, et donc finalement on peut un petit peu, il y a une vraie forme de liberté sur le bail. Mais lui, c'est Macron, quand il a créé son parti, il s'est dit je vais faire un peu de droite et un peu de gauche, et puis on va essayer de prendre les deux, mélanger et prendre ce qu'il y a de mieux à faire. En fait, nous, c'était un peu la vision, c'était de se dire c'est pas l'immobilier d'entreprise c'est parfait et l'immobilier d'habitation c'est nul, ou c'est pas l'immobilier d'habitation c'est parfait, l'immobilier d'entreprise c'est nul. C'est les deux ont des avantages l'un par rapport à l'autre. C'est vraiment deux classes d'actifs bien distinctes, et donc on va essayer de les mutualiser les deux. Si vous avez une réflexion long terme et que vous voulez développer votre patrimoine, je pense qu'on est sur un actif qui est aujourd'hui, en immobilier en tout cas, parmi les meilleurs, parce qu'il conjugue les avantages. Salut Amaury, comment tu vas ? Salut Thomas. Écoute, toujours aussi bien. Au même endroit que tout à l'heure. Exactement. J'allais dire, ça fait 3 heures qu'on est ensemble, donc ça va. Oui, J'ai chaud. Parce que oui, moi aussi, je commence à avoir chaud. Pour info, Amaury m'a interviewé sur son podcast, donc on fait le match retour direct. On a très chaud. Bienvenue Amaury sur le podcast Investir Simple. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier commercial, qui est un sujet que j'ai pas jamais abordé en profondeur sur le podcast. Et bon, les auditeurs le savent, j'aime bien aborder une thématique en profondeur. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est toi qui passes à la casserole et avec qui on va échanger, parce que voilà, tu as pas mal d'expérience sur le sujet. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, qui tu es, pourquoi tu es là, nous raconter rapidement ton parcours. Alors si je puis me permettre, parce que moi j'aime bien, juste avant de répondre à ta question, quand tu as fait la présentation, en fait ça m'est venu en tête, j'aime bien rendre à César ce qui appartient à César. J'ai découvert l'immobilier plutôt par l'aspect familial, et l'immobilier commercial j'ai découvert par 2 amis. Un qui s'appelle Pierre Cocantif et l'autre qui s'appelle Emric Hamelin, que j'ai eu en podcast d'ailleurs. Okay. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que je connais des gens qui sont spécialistes de l'immobilier commercial. Et c'est pour ça qu'en fait, on a l'immobilier commercial, c'est un terme assez générique où finalement on englobe en général l'immobilier d'entreprise, donc tout ce qui va être lié à l'immobilier professionnel, donc bureau, commerce, etc. Évidemment, le commercial représente spécifiquement aussi la partie commerce. Et donc moi, j'ai pas une spécialité là-dessus, mais c'est plutôt sur l'immobilier en général, et c'est ces gens-là qui m'ont amené à ça. Donc je tenais à leur rendre un petit peu au départ, parce que pour moi, c'est important de dire quand même grâce à qui je suis arrivé sur ce sujet-là. Pour te répondre, aujourd'hui, je m'appelle Amaury Tardier, j'ai 25 ans. J'ai fait, avant que je l'oublie, je le dis tout de suite, j'ai fait un cursus scolaire à Audencia, j'ai fait une classe préparatoire et ensuite Audencia en école de commerce. J'ai commencé à investir en immobilier en 2018. Dans la foulée, j'ai lancé une entreprise de clé en main, parce que je m'associe en fait avec des gens pour investir dans l'immobilier. Et donc en fait, à un moment donné, mon père m'a dit: Amaury, t'es bien mignon avec tes bonnes idées, mais tu vas pas t'associer avec la terre entière. ça serait bien que tu prennes plutôt des frais de transaction plutôt que t'associer à chaque fois pour réaliser une opération immobilière. Et donc j'ai monté une première société, et puis j'ai revendu les parts fin d'année dernière, et j'ai décidé d'en remonter une autre aussi sur la partie clé en main qui s'appelle Kairos. Et donc cette société aujourd'hui en effet se spécialise sur l'immobilier d'entreprise, aussi appelé l'immobilier commercial, et donc on a comme spécificité de louer de l'habitation, du résidentiel à des entreprises ou à des associations, et c'est une stratégie sur laquelle on va, j'imagine, rentrer dans le détail. Ça, c'est ta société clé en main qui est spécialisée finalement dans l'immobilier d'entreprise. Exactement, tout à fait. Parce que finalement une niche dans un nouveau domaine, parce que l'immobilier clé en main, ça fait pas si longtemps que ça existe. Et toi, tu as choisi cette nouvelle vague en te nichant encore plus. Ouais, tout à fait. En fait, la réflexion, elle était assez simple. C'était se dire que toutes les personnes qui débutent dans l'immobilier commencent par de l'habitation. Et tous les argentiers, tous les gros faiseurs de ce monde, les personnes qui possèdent des ressources financières importantes, se positionnent sur l'immobilier d'entreprise. Ou immobilier commercial, peu importe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on ne s'est pas dit on va faire l'un ou l'autre. On va faire les deux en même temps. Le fameux en même temps d'Emmanuel Macron, sans conviction politique derrière. Mais c'était fameux en même temps. On s'est dit qu'on va faire l'un et l'autre. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, parce qu'on s'est dit qu'il y avait du bon dans les deux. Notre réflexion pour aller au bout, elle est assez simple. C'est de se dire que l'immobilier d'habitation est extrêmement résilient, parce que bien moins financiarisé que l'immobilier professionnel. L'immobilier professionnel, c'est principalement un outil, pour les entreprises, et 2, un outil financiarisé pour des foncières, pour des SCPI qui veulent se positionner et acheter des actifs. Pour y revenir après, si tu veux, l'une des raisons ou les raisons pour lesquelles elles se positionnent sur ce type d'actifs. Et donc nous, on s'est dit on allait garder cette résilience de ce marché sur l'habitation,
qui fait que finalement la fluctuation du prix reste quand même stable, hein, même si on dit qu'il y a des crises, etc. Quand on regarde, finalement, le prix est relativement flat, en particulier même en France. À l'inverse, sur certaines classes d'actifs, il y a une évolution qui peut être assez rude, hein. Je pense notamment au bureau. Évidemment, j'invente rien, mais j'avais ce discours avant le Covid en 2020. Il y a un actif où on a un besoin... Il y en a un où on a un besoin primaire et l'autre qui va plutôt s'apparenter a priori à un besoin secondaire, je ne sais pas si le terme est bon, mais en tout cas moins primaire. Se loger, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer comment on pourrait révolutionner l'habitation. Aujourd'hui, moi j'ai du mal à me dire on va vivre dans une capsule. C'est pas impossible que ça arrive un jour, mais j'ai tendance plutôt à me dire qu'on va agrandir les lieux de vie plutôt que l'inverse. Et de l'autre côté, on a une digitalisation de plus en plus de la société. Où les gens, de plus en plus les gens travaillent à distance, etc. Commandent aussi sur notamment Amazon. J'ai un pote qui est aux États-Unis, il m'a dit, très bon copain qui est entrepreneur aux États-Unis, il m'a dit, tu sais, moi, Amaury, aujourd'hui, quand je commande du PQ, je commande sur Internet. C'est la moitié des Américains qui sont Amazon Premium, c'est ça. Moi, pour le coup, je commande pas ou peu sur Internet, mais voilà, Amazon Premium, c'est ça Prime. Prime. Ok. Donc c'est l'abonnement, c'est ça, où tu payes tous les mois et du coup t'es livré plus vite, ou ouais, t'as un truc comme ça. Plus vite en 24 € 48 heures. Et c'est la moitié des Américains qui a ça, donc et souvent on dit, tu sais, les États-Unis ont 10 ans d'avance, et donc vraiment c'est cette philosophie-là, et c'est de se dire, pour autant, l'immobilier d'entreprise a un vrai avantage sur l'habitation, parce que au niveau légal, tu es beaucoup plus sur un pied d'égalité. Parce qu'on considère que quand tu es sur de l'habitation, tu es sur un bail loi de 89, tu vas louer une personne physique, toi, moi ou les personnes qui écoutent, et donc l'État considère que le propriétaire a plus de pouvoir que le locataire. Et donc de fait, va essayer de rétablir ce pouvoir-là à travers le bail, et donc avoir des contraintes pour le propriétaire. Et c'est comme ça qu'on voit toutes ces histoires où il y a des gens qui sont dans des situations où ils récupèrent pas leur logement pendant des années, ils ont des impayés, etc. Ils se font détruire leur logement et on comprend pas pourquoi on met pas les gens dehors. Bon, ça c'est un état de fait. Aujourd'hui il y a des solutions, hein, la star de Visal, qui peuvent quand même solutionner cette habitation. Je dis pas que tout est à jeter dans ce sujet-là, mais quand même il y a ce sujet-là. Et de l'autre côté, on a l'immobilier d'entreprise, où là on a une protection qui peut être équivalente, voire même parfois supérieure pour le propriétaire, puisque en fait on considère que c'est de professionnel à professionnel, ou même de particulier à professionnel, et donc finalement on peut un petit peu, il y a une vraie forme de liberté sur le bail. On va être soit sur un bail civil, ou alors un bail commercial, et donc on a plein d'avantages. Souvent un bail civil, un bail commercial, pardon, on part sur un 369, c'est ce qui est le plus commun et courant, je dirais, dans le langage, en tout cas. Alors populaire. quand on dit 369, c'est qu'il y a un renouvellement tacite tous les 3 ans, c'est ça ? Exactement, et une quasi-impossibilité, je dirais même une impossibilité, sauf certaines conditions, mais pour le locataire de partir, avec un préavis de 6 mois. Ce qui fait qu'assez souvent, en fait, on va aller signer son bail auprès du notaire. Et ce qu'on ne sait pas ou peu, c'est que le notaire, c'est ce que me dit souvent une amie notaire, elle me dit, tu sais, Amaury, on est très mauvais pour faire notre pub. Parce qu'ils n'ont pas le droit, légalement, ils n'ont pas le droit de faire la pub, c'est pour ça qu'on ne voit jamais d'affiches de notaire à la télé, etc. pour faire la pub. Et puis 2, parce que souvent, c'est des métiers juridiques, et donc, c'est pas des personnes qui sont forcément spécialistes dans le marketing, la communication, etc. Excellents dans leur domaine, moins bons peut-être dans d'autres. Et donc, de ce fait-là, ils en font peu de publicité, mais il faut savoir qu'on peut signer son bail auprès d'un notaire. On le fait pas en habitation parce que finalement le préavis souvent est d'1 mois dans une zone tendue, ou quand on fait voilà, on a un préavis qui est très court. À l'inverse, sur du commerce, on a un préavis de 6 mois tous les 3 ans, souvent quand on part sur un bail 369 classique. Et donc de ce fait, on va faire un bail commercial. Et par exemple, l'un des avantages, pour n'en citer qu'un et on pourra en citer beaucoup d'autres, c'est que le notaire a la force exécutoire. Donc on n'a pas besoin de passer devant un juge. Si jamais il y a un non-respect du bail, par exemple un manquement de paiement sur le loyer, ou un manquement au bail, typiquement le locataire devait entretenir le jardin, vous passez devant le logement, il n'y a pas d'entretien, c'est haut de 1,50 m, potentiellement ça peut être un motif pour rupture du bail, et donc permettre de mettre dehors le locataire. Ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui sur l'habitation, ou ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on pourrait faire sur l'habitation, mais qu'on ne fait pas, puisque ça coûte de l'argent de rédiger un bail. Après, il faut devant le juge et compagnie. Alors, ça coûte de l'argent de rédiger le bail en fait auprès du notaire. Ça coûte entre 1000 balles minimum. Nous, on les a à 985 € TTC
pour être transparent, mais c'est parce qu'on en fait plusieurs et donc c'est ce qui nous a permis de négocier et puis parce que c'est une copine qui nous le fait pour l'entreprise. Mais sinon, ça coûte entre 1500 et 2000, voire même un peu plus. Parfois, c'est indexé sur le loyer. Et donc, ce bail, si on fait un bail qui coûte 2000 euros, qu'on a un loyer à 400 euros pour un studio et que le locataire se barre au bout de 2 mois, il n'y a pas d'intérêt économique. Donc, c'est pour ça que souvent, ça se fait dans le milieu de l'entreprise. C'est peu connu sur l'immobilier d'habitation, mais c'est aussi une des formes de sécurité supplémentaire. Il y en a plein d'autres, on pourra les évoquer ensemble. Ok, alors t'as parlé d'immobilier résidentiel commercial, c'est bien ça le terme? Alors nous, c'est du résidentiel, donc de l'habitation, donc des maisons, des appartements, des immeubles qu'on loue à des entreprises. Donc est-ce que tu fais un changement de destination? Du tout. Non, du pas tout. Besoin okay. Le bail se fait par rapport au preneur à bail et non par rapport à la destination du bien. Ok, donc ça veut dire que tu peux acheter demain un immeuble avec 4 T2 et tu peux mettre, on va dire, 4 médecins dans les 4 T2 par exemple? Alors, à partir du moment où ils logeront sur place, mais pas pour exercer leur activité professionnelle, à savoir être médecin. Nous, aujourd'hui, les gens qui sont dans nos logements sont là pour être logés. Ok, donc pour être logés, donc pour habiter, pas pour exercer leur profession. Exactement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a, par exemple, on va avoir, nous, une entreprise ou une association. Par exemple, là, sur Paris, actuellement, on a des projets en cours avec une association pour des femmes battues. Okay. Donc c'est des femmes battues qui viennent dans cette association et cette association les loge pour des raisons évidentes et donc nous on a ces logements qui sont loués à ces femmes battues, mais notre locataire c'est l'association. Exactement. Okay. Et ça nous permet d'avoir là tu vois potentiellement on a un projet potentiellement en cours, on a un projet en Île-de-France avec un engagement, on est en train de renégocier, mais un 6 ans ferme. Donc on parlait de 369 tout à l'heure, mais ça c'est aussi un autre avantage, c'est qu'on a un 6 ans ferme et qu'on aimerait négocier en 10 ans ferme. C'est-à-dire que l'association s'engage a priori à minimum 6 ans, on aimerait bien arriver à 10 ans. Donc 10 ans minimum où l'association reste dans le logement et ne part pas avant. Et si elle part avant, elle vous les doit ? Et si elle part avant, elle a des indemnités à nous régler selon la situation et l'évolution. Mais on fait une étude au préalable. Nous, les associations, tu vois, cette association-là, en l'occurrence, elle existe depuis les années 2000, 2000 pile, et elle est subventionnée par l'État. Donc il n'y a pas de raison qu'elle parte avant. Okay. Ouais, donc c'est vraiment différent finalement de... Il y a un autre point, pardon de te couper, mais qui est quand même non négligeable et extrêmement important, qui fait la grosse différence. Et pareil, je cite Emeric parce que pour le coup, c'est lui qui m'a beaucoup ouvert les yeux là-dessus et je le remercie parce qu'on avait fait un podcast, tu vois, en l'occurrence, on parlait de podcast à l'époque, qui m'avait... c'est la responsabilité de l'aménagement intérieur. Alors, ça semble anodin dit comme ça, mais ça change tout. Pour celles et ceux qui font de l'habitation classique et qui louent à des personnes physiques, ils comprendront très bien ce que je vais dire, surtout si ça fait plusieurs années. Quand on a un logement, souvent on calcule son rendement, mais on oublie de calculer le fait que il y aura le robinet à changer, il y a les toilettes qui fuient, il y a le ballon d'eau chaude. Tous les entretiens, ça, bizarrement, on ne le calcule pas dans son calcul de rendement. Et en fait, mis bout à bout, sur toutes les années, ça fait un petit billet. Parce qu'il y a toujours des choses qui ne fonctionnent pas et qu'il faut changer. Quand on fait un bail commercial, on peut donner, et c'est ce qu'on fait nous sur de l'entreprise ou de l'association, on laisse la responsabilité de l'aménagement intérieur au preneur à bail. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous on aménage pour lui, mais lui ensuite est responsable de ces aménagements-là. Donc en fait, le ballon d'eau chaude pète. Alors s'il pète, évidemment 10 jours après avoir mis les locataires en place, il y a de la logique, hein, il y a de la bonne foi aussi derrière. Mais si le ballon d'eau chaude pète au bout de 2 ans, c'est la responsabilité du preneur à bail. Et ça change tout, parce que du coup, notre rendement devient beaucoup plus proche du fameux net qu'on essaye tous d'obtenir. Déjà du rendement et même la charge mentale. Et par ailleurs, évidemment, et donc on y vient, par rapport aux foncières, aux SCPI et aux gros faiseurs de ce monde, souvent ils se positionnent aussi sur cette classe d'actifs pour cette raison-là. C'est parce que la gestion est beaucoup, beaucoup plus facile, puisque de fait... Tu responsabilises l'entretien à tes locataires. D'une part, et d'autre part, toi tu as la responsabilité du gros œuvre, donc toiture, mur extérieur, etc. Mais et donc finalement tu as quasiment jamais de travaux sur ces parties-là, ou quand t'en as vraiment, mais il y a une vraie raison valable. Pour le reste, c'est l'entretien du locataire, et donc finalement tous les points les plus relous et qui font que ça devient chronophage une gestion locative, tu les as pas dans le cadre de cette gestion-là. Donc du coup, si je récapitule, pour que les auditeurs comprennent bien, on est sur un type d'investissement où c'est pas de l'investissement dans le commerce, dans le sens où on va pas louer directement à une entreprise pour qu'elle exerce son activité, on va on va loger les entrepreneurs, on va loger, on va dire, soit des salariés d'une entreprise, oui, c'est tout à fait ça. Des gens d'une association. Donc en gros, ton locataire, c'est une entité qui va mettre du personnel dans ton logement. Oui, exactement. C'est tout à fait ça. Ça s'appelle du résidentiel commercial, c'est ça le nom ? Écoute, je connais pas grand monde, pour pas dire personne en fait, qui fait ça.
Donc, moi, c'était le premier que je rencontre en tout cas. et ben, je connais. Alors, il y a d'autres personnes qui le font, mais pas de manière professionnelle, qui le font pour eux. Oui, je dirais plutôt du résidentiel ou à l'immobilier d'entreprise, ou loué à des personnes morales, parce que finalement, on n'a pas que des entreprises, on a aussi des associations. Ouais. Mais oui, de l'habitation louée. Mais tu vois, moi, la première question qui me vient, parce qu'évidemment, je vais te poser des questions, le rendement, les risques, et bref, tous les j'ai envie d'avoir évidemment des chiffres. Mais la première question, là, moi, pour la première difficulté qui me vient, c'est comment tu trouves tes locataires? J'imagine que tu mets pas une annonce sur Le Bon Coin pour trouver ça. Alors, tu peux, mais et je vais t'expliquer comment. Mais en effet, c'est le plus dur. C'est notre point aujourd'hui de friction. Parce que tu dois trouver une entreprise qui veut loger des salariés. Et putain, c'est d'ailleurs pour ça qu'une entreprise comme la nôtre fait sens. Parce qu'en fait, l'effort fait pour trouver une entreprise n'est pas forcément intéressant pour une personne. Par contre, nous, puisqu'on a un volume complet, eh bien, on a un intérêt à y passer un certain temps, puisque de fait, après, on aura une récurrence. Tu vois, on a ces entreprises qui... Par exemple, je vais te donner une ville où on fait aujourd'hui une partie importante de notre activité, c'est Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, aujourd'hui, tu as les chantiers de l'Atlantique, tu as Airbus et la raffinerie de Donge. C'est 3 pôles économiques qui ont des prestataires qui viennent de toute l'Europe. On a des gens qui viennent de Lituanie, d'Estonie, de Pologne, Bon, tu me pardonneras, j'ai pas tous les pays en tête, mais parce que c'est pas moi qui fais la gestion log chez nous dans l'entreprise, c'est mon associé qui s'occupe de cette partie-là, donc j'ai pas tous les pays en tête. Mais c'est des entreprises de ces coins-là. Et donc, en fait, si tu veux, il y a une activité économique qui fait que ces entreprises-là, quand elles viennent, elles ont des missions de 3 ans avec Airbus, de 5 ans, etc. Et donc, de fait, elles doivent trouver un logement pour ces collaborateurs-là. Alors, qu'est-ce qu'elles font ? Dans ces secteurs-là, elles vont soit au camping, soit elles louent de la location courte durée. De fait, ça leur coûte nettement plus cher que nous, nos logements. Et donc, du coup, elles ont un intérêt à venir chez nous. Et donc, c'est comme ça qu'on les trouve. Et là, tu peux les trouver sur Le Bon Coin ou ailleurs. Ça peut se trouver. Ça peut être une solution. Après, c'est beaucoup de bouche à oreille, beaucoup de réseaux. J'ai l'impression que cette mise en relation, enfin, tu vois, t'as pas une sorte de plateforme ubérisante qui permet la mise en relation. Aujourd'hui, pas à ma connaissance. Parce que je pense que c'est tellement de niche que. Mais ça pourrait être intéressant de lancer, tu vois. Ouais, bien sûr. Des business, tu fais le Doctolib du. Moi, je rencontre souvent des gens qui me disent, quand je leur en parle, qui ont un parc immobilier, qui me disent est-ce que tu peux mettre des entreprises, parce qu'ils comprennent tout de suite le modèle et ils se disent ok, moi je veux faire ça. Et ils me disent ok, est-ce que tu peux nous mettre des entreprises ou des associations dans notre logement ? Aujourd'hui, la réponse est malheureusement non. Non pas que je veuille pas le faire, bien au contraire, j'aimerais le faire et pouvoir développer, mais c'est parce que notre développement d'activité fait que on a intérêt à garder ces contacts pour nous et qu'on prenne des frais sur la transaction et qu'on loge. Et parce que aussi, il faut le dire, parfois il faut adapter les travaux. C'est pas monstrueux, mais il peut y avoir, tu vois, une ou deux chambres que tu rajoutes dans le logement en fonction de la demande de l'association ou de l'entreprise. Parfois, c'est l'entreprise ou l'association qui le prend en charge. Mais des fois, tu vois, quand il y a un engagement de 10 ans d'une association, tu peux bien rajouter 2 cloisons. Et donc, du coup, il y a des logements qui s'y prêtent pas. Mais nous, demain, on aimerait bien en effet valoriser. Aujourd'hui, on peut pas le faire, très honnêtement. Mais demain, on aimerait bien valoriser ce portefeuille de contacts d'entreprises et d'associations pour pouvoir aller le proposer directement à des locataires. À des propriétaires, et qui louent directement à ces entreprises. Parce que les gens comprennent très bien les intérêts qu'ils peuvent avoir à le faire. Moi, d'une part, je vois ça, le propriétaire qui aimerait profiter de votre réseau de locataires, on va dire. Bien sûr. Ça, je pense, c'est un truc qui peut être intéressant. Et même, je me dis, là, je me mets vraiment à la place de l'auditeur qui écoute et qui apprend des choses. Est-ce que est-ce que le commun des mortels, monsieur tout le monde, peut faire ça, tu vois ? Est-ce que demain, moi, je peux arriver, me prendre un T2 et louer... non, on va avoir plus grand forcément, mais j'achète un immeuble de 10 lots. Ouais. Est-ce que je peux faire ça aussi moi tout seul, ou est-ce que toi tu as des autorisations, des habilitations qui te permettent de le faire et que tu peux le faire. C'est vraiment accessible à tout le monde. Oui, ça pose aucun problème. Il faut juste avoir le réseau. D'ailleurs, petit tips pour celui-là, c'est cadeau, c'est offert. T'as des associations aujourd'hui. Il n'y a pas de mauvaise foi. Hein, je me souviens pas du nom. Je crois que c'est SEM Habitat, mais je suis pas sûr. SEM, mais plus loin Habitat. Mais c'est un exemple d'agence immobilière qui fait que de l'association pour le coup en Ile-de-France et qui peut loger. Donc si personnes ont plusieurs appartements ou des logements en Ile-de-France et qui veulent le faire, ils peuvent passer directement avec cette entité-là. Ok. Ça c'est offert. Ou avec toi plus tard. Ou avec moi plus tard s'ils le veulent, mais ça c'est cadeau. Ça c'est pour rendre service, parce que j'ai toujours cette fibre investisseur et si ça peut aider des gens, avec plaisir. Mais ça c'est par exemple une association, c'est une entreprise qui travaille avec beaucoup d'associations et qui fait ce type de sujet. Ok. Et ok, donc bon, je pense qu'on a bien compris le contexte. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai bien compris. J'espère que mes auditeurs aussi. En sachant que volontairement, j'ai axé sur ce sujet-là.
Je l'ai pas dit au départ, mais du coup, on en avait parlé ce midi aussi. J'ai d'autres activités, mais je sais pas si ça fait sens de les évoquer aujourd'hui. Mais on est à la fin, ça te va. Ok. Moi, je voulais bien creuser d'abord sur le sujet, puis je pense qu'à la fin, on développera sur les activités, parce que t'en as plein et intéressantes. Du coup, si on reste vraiment sur cette activité-là de résidentiel commercial, Ouais. si on parle plus de chiffres, concrètement, Ouais. c'est quoi les rendements que tu vises ou j'imagine que voilà, quand tu vas chercher un bien, Ouais. tu as déjà tes critères et tout. bien sûr. Quel type de rendement on peut atteindre? Alors, nous, aujourd'hui, les investisseurs qui se positionnent sur nos projets ont une exigence assez simple, c'est de l'autofinancement. Donc, nous, on part sur des rendements qui sont alors finalement quasiment nets parce que la responsabilité de l'aménagement intérieur, elle est pour le preneur à bail. On peut refacturer la taxe foncière. On peut refacturer tout un tas de charges autres que la taxe foncière. Donc, finalement, entre le loyer qui est perçu et les charges qu'on peut avoir à côté, il y en a quasiment plus parce que de fait, alors c'est pas tout le temps le cas, mais souvent le preneur à bail peut prendre en charge ces charges-là. Donc finalement, le rendement que je donne est quasi équivalent à celui du net, mais on est entre 8 et 10%. Et le projet qu'on a fait le plus rentable aujourd'hui, qu'on a sorti clé en main, c'est 13%. On n'est jamais allé sur les projets qu'on fait. Très bien. C'est très bien, c'est un très beau projet, mais c'est à la marge. Je pense qu'il faut garder en tête, pour celles et ceux qui nous écoutent, entre 8 et 10%, raisonnablement, c'est ce qu'on est capable de faire. Donc ça, c'est ce que les investisseurs sur votre plateforme peuvent espérer toucher. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui nous écrit, qui écrit ou qui nous écrit, qui souhaite se positionner sur un bien clé en main. Nous, avec nos frais, tout inclus, on arrive sur ces rendements-là. C'est des projets qu'on est capable de sortir, pas plus tard que la semaine dernière. Tu vois, on a fait 2 projets, 2 personnes qui sont positionnées, qui ont acheté. On a mis les locataires dans la foulée, puisqu'il arrive de temps en temps qu'il n'y ait pas ou peu de travaux, simplement des sujets d'ameublement. Et alors ça, c'est pareil, c'est volontaire de notre part. Les travaux, c'est très bien. On sait que c'est très rémunérateur pour les entreprises de clé en main. Mais nous, on n'en fait pas ou peu, pour la simple et bonne raison qu'on sait que c'est là où arrivent les points de friction, et on veut, dans la mesure du possible, capitaliser sur une expérience client des plus positives, au risque que ça soit moins rémunérateur pour nous. Mais ça, pour l'instant, c'est un choix. Je dis pas qu'on changera pas plus tard. Parce que je suis pas naïf, hein. Je sais bien que les autres, quand ils font 200 000 euros de travaux sur un projet, ils ont 20 000 euros de rétrocession de commission, d'apport d'affaires, ou pas, plus ou moins, peu importe, mais c'est dans ces eaux-là, et c'est ce qui permet d'augmenter leur LTV. Mais aujourd'hui, nous, on fait le choix d'avoir quelque chose, parce que tu l'as dit aussi, j'ai d'autres activités à côté, et donc il y a un moment donné, il faut être raisonnable sur la manière dont on fait une activité. Si on veut que ça se passe bien, on se concentre sur des sujets, je dirais, qui sont assez faciles pour nous à mettre en place. Et après, là, pareil, j'essaie de mettre à la place de l'investisseur, tu vois, qui va investir chez vous. C'est le même concept que les autres boîtes de clé en main, c'est-à-dire que tu dessines le projet avec eux, tu as vraiment tout le suivi, tu te proposes des biens, ils te disent oui, non, puis c'est bien sûr l'investisseur qui passe chez le notaire, qui demande son crédit et tout. Ouais. Et vous faites vraiment tout le parcours client d'accompagnement clé en main. Et ensuite, vous faites aussi la gestion, c'est-à-dire vous lui reversez une partie des loyers. Ouais, exactement. Ouais, on s'occupe de tout. Nous, aujourd'hui, on a une particularité, c'est que de par mon réseau aussi, on a beaucoup d'entrepreneurs. Et donc, en fait, si tu veux, c'est des entrepreneurs. Souvent, le schéma qu'on a type, c'est société commerciale excédentaire détenue par une holding qui investit sur une SCI à l'IS. Et l'investisseur investit à travers cette SCI à l'IS avec 10 à 15% d'apport. Ce qu'on fait, c'est que souvent, on les met en relation avec banques privées ou banques professionnelles selon les revenus qu'ils ont en tant qu'entrepreneurs. Et donc, ça leur permet de développer leur patrimoine sous cette forme-là. Il y a aussi des particuliers. Sur la partie particulier, pour être tout à fait transparent, on a moins de bons contacts avec les banques. Donc là, souvent, il y a beaucoup plus d'autonomie que de la part de l'investisseur pour trouver son financement. Tu favorises pas La partie financière, on l'accompagne vraiment sur les pros, sur les entrepreneurs qui nous écoutent, qui veulent être accompagnés. Soit ils ont les moyens de passer en banque privée. Nous, on travaille avec banque privée, caisse d'épargne et crédit agricole. Et dans ce cas-là, moi, je fais l'intro et après, on avance. Soit banque pro si jamais ils n'ont pas les moyens de passer en banque privée. Et on fait des projets. Et en plus, l'avantage, c'est qu'on peut en faire pas mal. Ça, c'est quand même le point positif. Après, des particuliers, souvent, ils ont des moyens financiers qui font qu'ils sont 1 ou 2 projets. En tout cas, les particuliers, nous, avec qui on travaille. C'est un public plutôt jeune. Moi, je travaille beaucoup avec des jeunes. Donc, du coup, quand ils sont salariés, qui ont des rémunérations entre 1008 et 2005, 3000 euros. Et donc là, c'est vrai qu'on n'a pas, honnêtement, aujourd'hui, on n'a pas de partenaire majeur sur la partie financière. Donc, c'est vrai qu'ils recherchent. Après, nous, ça ne nous empêche pas de faire 1 ou 2 intros de temps en temps quand on peut aider. Et après, sinon, une fois qu'on a validé cette partie financière, nous, une fois qu'on a proposé le projet, après, ils se positionnent. On trouve le locataire.
on met déjà sur la fiche au départ, en fait, suivant, on a toute une fiche, on a développé un logiciel en interne, on a une fiche qui se fait automatiquement, et on a le loyer qui est proposé, et le loyer qu'on donne, c'est le minimum qu'on louera. Ok. Donc soit on loue plus, soit on loue ce soit- montant-là. Et après, on a un engagement de la société, et ça, c'est pareil, c'est aléatoire, il y en a qui restent... souvent, les associations restent plus longtemps que les sociétés, en tout cas, s'engagent plus longtemps sur le bail. Mais après... Et après, du coup, l'investisseur, lui, finalement, il reçoit son rendement, quoi. Tous les mois, il reçoit son loyer tous les mois, et vous prenez une petite partie de ce loyer, j'imagine. Ouais, c'est ça, en frais 6% hors taxe, 7,2% TTC. Ok, donc comme une agence, on va dire, un peu Classique. traditionnelle. On est sur les prix moyens. Et sur la transaction aussi? 5% TTC du montant de la transaction. D'accord. Et ça, on n'a pas de montant dégressif. Et si le projet clé en main est à moins de 300 000 euros, on a 4 900 euros TTC de frais de clé en main. Donc travaux plus ameublement, on s'occupe de tout. Et si c'est plus de 300 000 euros, 9 900 euros TTC. Pourquoi on a ce gap? Parce qu'on s'est rendu compte qu'au-delà de 300 000 euros, en général, il y a un peu plus de travaux et plus d'ameublement. Parce que le logement est plus grand, donc ça demande plus de travail. Ok. Et vous restez que Île-de-France? Vous faites un peu toute la France entière? Île-de-France, quel est votre secteur? non, Ouais. on fait que 3 endroits, Île-de-France, Nantes, Saint-Nazaire. C'est aujourd'hui c'est notre choix. Nous, on fait le choix d'imposer, entre guillemets, c'est aussi pour ça que je suis venu vivre à Paris. Tu vois, je te disais le podcast, mais c'est aussi pour développer l'Île-de-France, parce qu'avant, on faisait que Nantes, Saint-Nazaire. Et c'est vrai que quand on a des investisseurs qui viennent de Lyon, Biarritz, parce qu'on en a, le sud de la France, pour eux, Nantes, Saint-Nazaire, Ouais, c'est l'autre bout du monde, quoi. bon, en général, on s'entend bien, ils font confiance et ils y vont, tu vois, ou ils peuvent y aller, en tout cas, ils réfléchissent à y aller. Mais c'est vrai que l'Île-de-France, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. Très central, tu veux y aller en train, en gros, t'es Ouais, tous les trains qui partout arrivent, en France, t'es à 5 heures max, j'exagère à peine. Ou sinon, t'as l'avion qui te permet d'y aller assez facilement en Île-de-France. Donc ça parle beaucoup plus à nos investisseurs. Et on fait le choix d'être sur ces régions-là, tout simplement parce que, comme on le disait tout à l'heure, il faut avoir les contacts des entreprises. Parce que nous, on ne peut pas ouvrir une ville en ayant une entreprise. On ne peut pas être dépendant d'une entreprise, parce que si celle-ci ferme, voilà, on est obligé de développer un certain portefeuille de contacts. Et donc, du coup, on ne peut pas ouvrir autant de villes qu'on veut, aussi vite qu'on le voudrait. C'est un choix aujourd'hui qu'on fait. Donc voilà. J'espère que vous êtes soit pas loin de ces villes-là, soit que vous êtes prêts à investir sur ces villes-là. Après, c'est des villes qui marchent très bien. Saint-Nazaire, notamment, les prix sont encore plus qu'abordables. Et on a, au moment où on fait cette vidéo, on est en juillet 2024. Il était annoncé, je crois, ça doit être début mai ou fin avril. Les personnes peuvent retrouver très facilement sur Internet la construction du nouveau porte-avions français qui se fait à Saint-Nazaire. Donc, il y a du boulot là de nouveau jusqu'à... D'ailleurs, il y avait déjà du boulot de manière importante, mais au moins jusqu'à 2035, voire 2038. Donc, il y a de quoi se positionner. Et donc, c'est une info très récente. Elle l'a dit il y a 2 mois sur Saint-Nazaire. Sur Nantes, il y a une activité économique aussi qui est florissante. C'est pas une ville qui est des plus attrayantes dans le sens où il y a une forme d'insécurité qui est non négligeable pour avoir vécu à Nantes, très clairement. Néanmoins, ça reste une ville flat où on peut avoir des rendements intéressants et qui fonctionne bien avec une bonne taille et qui est bien desservie et qui, pour le coup, par contre, est en belle croissance au niveau de la population et qui fonctionne très bien. Là, tu vois, on est sur un projet sur Nantes, par exemple. Les investisseurs se sont positionnés ce week-end. J'espère peut-être, parce que c'est vrai qu'on communique quasiment pas sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup de bouche à oreille qu'on fait là-dessus. Tu dois être l'un des premiers, je crois que c'est le premier podcast où vraiment j'en parle comme ça. Mais l'exclu ou simplement que j'ai pas été invité avant. mais non, sans plaisanterie, là on est sur un projet, j'aimerais bien qu'on aille au bout. Où là, tu vois, on fait 50 appartements juste en périphérie de Nantes, en première périphérie de Nantes, qu'on louerait a priori. C'est en train de se dessiner. C'est pas du tout certain que ça aille au bout, mais potentiellement la Croix-Rouge qui se positionne et qui s'engagerait sur un bail a priori sur 10 ans, tu vois, avec un rendement là pour le coup, je crois que c'est à 11,6 ou 11,7. Donc c'est trop cool, quoi. En sachant qu'aussi, ce qui est bien sur un bail commercial, c'est que tu as l'indice ILC. Donc l'indice des loyers commerciaux, comme tu as l'indice, je crois que c'est ILR, indice des logements résidentiels, je crois que c'est ça pour l'habitation. Et donc tous les ans ça se revalorise et en ce moment c'est assez élevé, je crois que c'est autour des 3%. Donc tous les ans 3%, tu gagnes 0,3% de rendement parce que de fait et oui, les autres charges ne bougent pas puisque taxe foncière, etc. pris en charge pas. Et donc t'as ton... Voilà. Et notre philosophie, parce que je ne l'ai pas détaillé tout à l'heure malgré tout, c'est que l'immobilier d'entreprise... On imagine de plus en plus une digitalisation de la société. C'est très vrai sur le bureau et ça, tout le monde le voit. Mais même sur les commerces, on se trompe peut-être, mais sur Paris, c'est différent. Et les artères principales des villes de région, on imagine que ça va tenir.
Mais sur des artères secondaires, on voit une digitalisation, nous en tout cas, de plus en plus forte de la société. C'est vrai, c'est un vrai sujet ça. Ouais. J'avais au moins 3 questions qui me sont venues, il faut que je me rappelle. Première, c'est encore une fois, je me mets à la place de l'investisseur. S'il veut revendre, c'est quoi la liquidité, tu vois? Est-ce qu'il peut récupérer son cash ou... on est d'accord que il est seul propriétaire d'un bien. Oui. C'est pas fractionné avec d'autres investisseurs. Alors ça peut, il y a des fois des personnes qui achètent à plusieurs un bien. Et s'il veut revendre... avec des associés qui se connaissent entre eux. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. On fait pas d'immobilier fractionné comme Brix ou d'autres acteurs. C'est ma question. C'est pas le principe. Il y a pas de collecte quoi. Non. Donc c'est vraiment l'accompagnement d'un investisseur. Mais j'y ai pensé d'ailleurs. Non mais c'est vrai, j'y ai pensé. Ça peut être. Je me suis dit que c'était une bonne stratégie. Moi s'il y en a qui nous écoutent, parce que t'as quand même une communauté qui écoute. S'il y a des, nous on a travaillé avec. Merde, t'as bossé avec lui, Louvinvest. Louvinvest, ouais. On a fait 2 projets avec eux à l'époque. Ok, trop mais bien. pas avec de l'immobilier de. Ouais. Pas sur l'immobilier d'entreprise, c'était de l'habitation. Ouais. Mais s'il y a des boîtes d'immobilier fractionné qui veulent passer avec nous, avec grand plaisir. Je pense que c'est une très bonne stratégie pour. Ça marche bien. Ouais. Pour leur... Parce qu'en fait, c'est de l'habitation. Donc pour eux, c'est facile à expliquer. Parce que je pense que l'immobilier d'entreprise c'est plus difficile pour les investisseurs, les néo-investisseurs, parce que souvent sur ces plateformes c'est quand même des néo-investisseurs, j'imagine, qui se positionnent. C'est plus facile d'expliquer de l'habitation et c'est aussi facile d'expliquer que l'entreprise ou l'association va rester 10 ans. Et en plus, on n'en parle pas. Alors sur l'entreprise c'est moins vrai, mais sur l'association, on ne l'a pas relevé tout à l'heure, mais il y a quand même un aspect social qui est non négligeable et je trouve que c'est aussi pas anodin et c'est quand même positif. Je veux dire, on loge des femmes battues, on peut loger aussi des migrants. Enfin, il y a un aspect social aussi derrière qui est... Et ça, alors je reviens sur ma question. Alors j'ai peut-être mal posé. Oui, pardon, j'ai pas répondu. Non mais t'inquiète. Si la personne veut revendre, parce que je me dis, tu vois, t'as un bail pendant 10 ans avec une association. Si la personne veut revendre. Alors c'est une très bonne question. Comment elle fait? On peut pas virer. Exactement. Tu vois, on peut pas virer les femmes battues, tu vois. Ouais, exactement. T'as tout à fait raison de la poser. C'est en effet le modèle. Alors ça dépend du bail sur lequel tu vas partir. Si tu payes sur un bail civil ou un bail commercial, mais en effet tu peux pas mettre dehors le locataire aussi facilement que ça non plus. Surtout sur un bail commercial. Et donc en fait tu vas avoir une indemnité à la fin que tu vas payer soit au locataire pour qu'il parte si jamais il veut pas partir, soit tu revends ton produit en produit financier. Donc soit le locataire au bout de 10 ans sur un 10 ans ferme par exemple part de lui-même et auquel cas tu le revends soit en produit d'investissement en disant que tu l'as loué pendant 10 ans et qu'ils peuvent refaire la même chose avec une autre association, une autre entreprise. Et là du coup de gré à gré quoi, tu le revends à un particulier, tu remets l'annonce sur le bon coin. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Tout à fait. Bah après ils peuvent l'enjeu l'idée c'est que s'ils sont satisfaits du service qu'on leur propose, c'est de repasser par nous pour que vous occupez de la transaction. Exactement. Aussi, nous on peut revendre à d'autres investisseurs qui veulent se positionner sur le... Et tu le remets sur la plateforme clé en main et compagnie quoi. Ouais, exactement. Ouais. Bah aujourd'hui nous ce qu'on fait c'est que les personnes quand ils souhaitent investir ils nous contactent directement. Enfin souvent comme je te disais nous on a plutôt des entrepreneurs qui font plusieurs projets et donc on leur envoie moi je leur envoie les projets sur WhatsApp et dès qu'ils me le valident je crée un groupe avec le chasseur et le chasseur va au bout de la transaction avec l'investisseur. Aujourd'hui c'est comme ça qu'on fonctionne. Et ouais, donc du coup, on va dire la liquidité est peut-être un peu moins intéressante que sur de l'habitat traditionnel dans la mesure où soit il faut attendre la fin du bail, ou soit du coup que vous gérez ou alors que le locataire accepte de partir. Finalement, oui, c'est un produit d'investissement. Il est vrai qu'on a plus de difficultés à mettre dehors un locataire type entreprise ou association qu'un locataire dans l'habitation. Mais dans l'habitation, finalement, c'est pareil. Quand tu donnes un congé pour vente et que tu es sur de la location nue, potentiellement, le locataire, il peut partir dans 1 an et demi, 2 ans, et pas partir tout de suite. Et bien, dans le commerce, c'est la même chose. Potentiellement, le locataire, il faut attendre qu'il parte pour pouvoir récupérer le dit bien. Et donc, c'est vrai que ça, c'est un peu la limite. Et en même temps, tu peux partir sur un bail civil où tu donnes des conditions qui sont différentes parce que là, tu as une largesse dans ce bail-là qui fait que là, tu peux te permettre d'éviter ce type de sujet. Alors, il faut aller dans le détail et bien le valider avec le notaire. Ça, pour le coup, c'est le notaire qui peut revenir là-dessus. Mais nous, je sais qu'on avait eu un sujet à un moment donné avec Marion là-dessus pour essayer de voir comment on pouvait modéliser ça. Il y avait une possibilité pour éviter de payer cette fameuse indemnité au moment où on sortait le locataire. Ok. Et si on parle... Alors, finalement, ça fait partie d'un des risques, tu vois, la liquidité, donc comme on vient de l'aborder. Sinon, tu le revends en produit financier. Oui, voilà. Tu le revends à des investisseurs. Très bonne question. Parce que du coup, tu en as parlé et
Tu peux te détailler un peu cette façon-là, enfin, quand tu parles de produit financier, c'est-à-dire tu le revends à une SCPI par exemple? Oui, alors une SCPI, j'imagine que sur un bien à 300 000 euros, elle ne sera pas intéressée, mais tu revends à un autre investisseur qui veut se positionner. Partons du postulat que tu commences, pour faciliter les calculs, avec un bien à 10% de rendement. Tu l'achètes en année N, en année N plus 5, on va, pour faciliter les calculs, que tu le valorises de 0,2 par an. Donc tu as un indice ILC de 2%, donc il augmente de 0,2% tous les ans. Donc ça veut dire au bout de 5 ans, on passe de 10 à 11% de rendement. Donc de fait, ton bien, si tu le revends à 10 dans 5 ans, puisque les gens voudront se positionner peut-être comme toi, tu t'es positionné à 10, mais ton loyer a augmenté, et bien tout simplement, tu fais ta marge en le revendant comme ça. Ok. Voilà. C'est peut-être une façon de faire, ok. Un produit financier, parce qu'il y a des gens qui veulent se positionner sur l'investissement. Et il est quand même, une fois qu'on explique, les gens comprennent assez facilement les intérêts qu'ils ont. Surtout pour des gens qui ont déjà fait de l'investissement et qui ont déjà eu des logements en habitation pendant quelques années et qui voient les contraintes que ça représente et l'intérêt que ça peut être, sans pour autant être pleinement convaincu de l'immobilier sur du commerce, sur l'entrepôt, et parce qu'il y a des tickets d'entrée aussi sur l'entrepôt qui sont différents, sur l'immobilier de bureau, etc. Et du coup, cet entre-deux plaît beaucoup. On a une personne avec qui on n'a pas fait de projet encore, mais qui est sur Nantes, qui a une, si je dis pas de bêtises, une quarantaine de locaux commerciaux sur Nantes. Il a plus de 3000 m². C'est ce qu'il me dit à chaque fois. Moi, j'ai plus de 3000 m² sur Nantes. Parce que souvent, ils comptent en mètres carrés quand ils font du commerce. 3000 m² sur Nantes. Et quand je lui ai expliqué le modèle, il m'a dit, mais c'est génial. C'est ce que je veux. C'est génial. Et en fait, lui, il a très vite compris parce qu'il avait une entreprise où il logeait des collaborateurs sur Paris. Et donc, il payait des appartements, des appartements sur Paris. Et il m'a dit, en fait, j'ai fait ça parce que j'en avais marre de payer des hôtels à Paris qui me coûtaient une fortune pour loger mes collaborateurs. Et donc, il me dit, je l'ai déjà fait et je comprends très bien le besoin des entreprises. Et donc je me vois bien le faire avec toi. Ouais. Ok. Parce que j'ai envie qu'on creuse un peu sur les risques et inconvénients, mais avant ça, j'aimerais qu'on... Si on doit récapituler un petit peu c'est quoi les gros avantages finalement? On les a tous un peu plus tout dit, mais si on doit résumer un peu quels sont les gros avantages de ce type d'investissement. Donc, alors, pérennité de l'investissement. Ouais. Tu pars sur un bien où tu es un locataire pendant 10 ans. Enfin, le turnover, il n'y a rien de plus relou quand tu fais de la coloc ou ce genre de choses. Vraiment, c'est le truc chiant. Et c'est ce qui dégrade. Charge mentale, zéro, quoi. Voilà. Pérennité du bien et du locataire aussi, qui est. Enfin, voilà. Moins de stress sur les parties. Du coup, ça peut être un point 2. Moins de stress sur entretien du logement au quotidien. Oui, parce que tu délègues finalement ça au locataire ou du moins à l'entreprise à laquelle tu loues. Et tu as moins de stress sur l'impayé puisque tu as des impayés qui sont moins importants. Si jamais le taux d'impayé est moins important chez les professionnels que chez les particuliers, si jamais tu as un problème avec ton bail, on l'a dit tout à l'heure, la force exécutoire s'applique, donc tu n'es pas obligé de passer en justice, et Dieu sait pour l'avoir fait, parce qu'à cette époque-là je faisais pas Visal sur l'habitation que j'avais, ça prend du temps, entre le moment où tu veux mettre le locataire dehors, que l'huissier fait sa première lettre et la convocation au tribunal, il peut se passer plusieurs mois, voire même un an en plus, donc ça c'est quand même un point non négligeable. Tu as l'avantage d'être, à mon avis, qui n'est pas non négligeable aussi, sur l'habitation, donc une pérennité dans le temps de ton actif, parce que au-delà du locataire, je ne vois pas encore une fois un changement. Je me trompe peut-être. Un changement de paradigme sur l'habitation. En tout cas, aujourd'hui, je pense pas. Pareil, je vois pas grand-chose, quoi. je pense qu'on va continuer à se digitaliser, mais pas aussi vite pour qu'on ait des changements qui soient... Moi, tu vois, tout à l'heure, tu m'as parlé de capsules, mais moi, je vois même pas ça. Enfin, tu vois, je sais même pas ce que tu veux dire par capsule. Non, mais quand tu regardes dans des films où ils te mettent des trucs à 2100, tu vois les gens qui vivent, genre Ready Player One, tu sais, ils vivent dans un truc de 15 mètres carrés, là, dans des mobilhomes, et le mec, il a son casque toute la journée sur le visage, et puis en fait, il passe sa vie dans un truc virtuel. Moi, ça me choque pas. Je me dis bien, dans 50 ou 100 ans, c'est pas impossible qu'on tende vers ça. Mais j'imagine pas ça dans 10 ou 20 ans. Après, je me trompe peut-être, il y aura peut-être des évolutions de marché. De toute façon, tout investissement comporte des risques. Mais je pense qu'on les diminue beaucoup plus en choisissant cette classe d'actifs qu'en en choisissant d'autres, à l'instar des... C'est mon avis, mais du commerce ou du bureau, où je pense qu'il y a une évolution de marché qui se fera peut-être... Qui a une probabilité plus importante que sur ce sujet-là. Valorisation de l'actif, malgré tout. Aujourd'hui, quand tu as un bien qui est loué à une entreprise ou une association... une petite foncière, alors SCPI à mon avis c'est trop gros, mais une petite foncière qui veut te racheter, le gars qui a une foncière, il connaît l'investissement immobilier, il va très vite comprendre les intérêts qu'il a à acheter ce type de bien.
parce que souvent il est habitué à faire de l'immobilier d'entreprise et pas de l'immobilier d'habitation pour les raisons qu'on a évoquées. Donc il va comprendre rapidement Très bien, le l'intérêt. business model, ouais. Voilà, j'en ai cité pas mal. On les Ça a en fait cités pas tout le mal, long hein. du podcast, mais voilà les avantages. Et là, tu Et- as demandé les inconvénients. Bien sûr, moi j'aime bien voir le revers de la médaille, il faut être transparent. Ouais, les inconvénients, tu l'as dit tout à l'heure, c'est la revente. Enfin, Ouais. c'est pas un gros inconvénient, mais il faut. Après, voilà. j'ai envie de dire, dans l'immobilier, c'est toujours un inconvénient. Finalement, la liquidité, il y a plein d'avantages dans l'IMO en général. Là, je Ouais. parle d'IMO au sens large, hein. En sachant que mettre son locataire dehors pour le revendre, à mon avis, c'est pas toujours une bonne idée parce que assez souvent, le rendement du logement valorise peut-être plus que le prix du marché sur de Ça l'habitation dépend de qui classique. tu vises en acheteur, quoi. Voilà, Si exactement. quand tu vises des investisseurs, oui, ça peut être. Il y a des investisseurs qui visent des logements loués, hein. Tout à fait. Et il y en a plein qui. Surtout quand tu loues à une entreprise ou une association. c'est ça, C'est donc pas c'est- pareil que louer à une famille qui t'a détruit Bien ton sûr. logement, tu vois. Ou même un investisseur qui veut tout casser pour tout refaire et tout. Là, effectivement, c'est plus simple quand il n'y a pas de locataire. Mais toi, dans le type de business model que tu dis, ça peut être clairement le type d'acheteur qui peut être intéressé par avoir un logement déjà loué, quoi, parce qu'il a déjà le rendement immédiat, quoi. Et comme tu dis, avec moins de turnover, moins de charges Tout à mentales et fait. tout. Donc, et souvent, par exemple, en commerce, ça se fait très communément que tu revendes un commerce qui est déjà loué. Parce que c'est des profils d'investisseurs qui sont habitués à se positionner sur des classes d'actifs ou qui sont justement déjà loués. Donc c'est un inconvénient dans le sens où tu peux pas mettre facilement ton locataire dehors si il respecte tout le bail. On disait tout à l'heure, s'il y a un manquement au bail, tu le mets plus facilement dehors. Par contre, s'il respecte tout, tu le mets moins facilement dehors. Mmh. Et en même temps, c'est aussi le deal que tu avais négocié au départ, donc tu peux pas en vouloir au locataire de respecter le deal que tu lui avais Bien fixé sûr. au départ. Donc voilà, pour la revente, ça peut jouer en effet si le locataire part pas, si t'es pas prêt à attendre le départ du locataire pour revendre et que tu veux le revendre en habitation pure parce que tu as un intérêt à le faire comme ça. Ça c'est un inconvénient. Le gros inconvénient pour moi aussi, c'est de trouver les entreprises ou les locataires. Je dirais que c'est un inconvénient pour celles et ceux qui nous écoutent. Du coup, un avantage concurrentiel pour nous parce que vu que c'est notre job, vu que c'est votre job, vous avez le réseau et tout, donc forcément vous avez un coup d'avance, quoi. on a le réseau sur les villes qu'on cible, mais malheureusement, là, s'il y a des gens qui nous appellent sur Lyon, moi aujourd'hui, je suis incapable de le faire sur Lyon. Là où tu as beaucoup d'entreprises de clés en main qui se positionnent très facilement sur beaucoup de villes en France et qui ont la facilité à se positionner un peu partout. Nous, aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire. Donc ça, c'est un inconvénient. Et ça limite aussi la démocratisation du modèle parce que du coup, de fait, monsieur et madame tout le monde ne peuvent pas se lancer comme ça sur ce projet-là puisque du coup, il faut avoir le contact des entreprises et des associations. Honnêtement, le temps passé pour les trouver n'est pas forcément rentable quand on veut faire un ou deux projets. Et après, t'as quoi comme inconvénient Je sais pas, t'en vois d'autres par rapport à ce que je t'ai dit? J'essaie de réfléchir. Moi, l'inconvénient que je voyais, c'était la liquidité, tu vois, et le problème de sortir le locataire, mais on l'a abordé. Et puis, ce que tu as dit, c'est. Après, c'est bien, tu as plus d'avantages que d'inconvénients, donc c'est. Ouais, et ça me paraît pas déconnant, quoi. Enfin, voilà, c'est un investissement qui est assez peu connu et qui mérite finalement d'être plus connu. Et donc, en fait, aussi que je t'ai invité, quoi. En fait, on fait rien de magique, quoi. On prend juste l'avantage de l'un. Souvent, on distingue vraiment Et tu mixes un habitation. peu les avantages des deux, quoi, parce que tu as l'avantage du côté habitation, comme tu dis, résilient, tout ça, Oui. mais tu as la charge mentale en moins parce que tu leur délègues de la gestion et tu diminues le turnover. Oui. Donc finalement, tu as la gestion en moins Oui. avec le rendement de l'immo commercial parce que c'est les entreprises qui payent. Donc c'est un. De toute façon, moi, compromis, j'étais quoi. baigné dans les deux. Et T'as fusionné, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. En fait, je me suis dit, on va prendre le meilleur des deux. Pourquoi on prendrait. Pardon, encore pour les. Tu as parlé des femmes battues. Non, je vais parler du fameux en même temps. Mais D'accord. c'est un peu. Alors, je dis pas que sa politique a été bonne ou pas bonne, mais lui, c'est Macron, quand il a créé son parti, il s'est dit, je vais faire un peu de droite et un peu de gauche, et puis on va essayer de prendre les deux, mélanger et prendre ce qu'il y a de mieux à faire. Ouais. En fait, nous, c'était un peu la vision, c'était de se dire, c'est pas l'immobilier d'entreprise, c'est parfait, l'immobilier d'habitation, c'est nul, ou c'est pas l'immobilier d'habitation, c'est parfait, l'immobilier d'entreprise, c'est nul. C'est les deux ont des avantages l'un par rapport à l'autre. C'est vraiment deux classes d'actifs bien distinctes. Et donc, on va essayer de les mutualiser les deux. Autre question, alors je passe un peu du coq à l'âne. Tu fais que de l'ancien ou tu fais du neuf ou un peu des deux? Alors, on fait de l'ancien, mais qui peut, aux yeux de l'État, être du neuf. Parce que tu sais, un bâtiment qui a moins de 5 ans est considéré comme un bâtiment neuf. Et ça nous arrive de faire des biens d'immobilier neufs. Alors, neuf oui et non, mais tu vois, ça nous arrive de faire des lois de défisque où les gens sortent d'une loi de défisque, typiquement un Pinel,
Ça, je sais on a fait pas mal de projets là récemment où on a un bâtiment Pinel où les gens sont arrivés au bout des 9 ans de défiscalisation. Donc on n'est pas aux 5 ans, mais bon, 9 ans, c'est du quasi neuf pour de l'habitation, pour de l'immobilier. Tu récupères les anciens Pinel, quoi. Voilà, c'est ça. Ils le vendent pas très cher. Et nous, on met des entreprises dedans. C'est d'ailleurs un des gros points négatifs du Pinel pour Exactement. l'investisseur, quoi. Et du coup, toi, tu viens récupérer les bonnes affaires. Nous, on vient les cueillir quand elles sont mûres. Mais ça va. Mes auditeurs sont, je pense et j'espère, suffisamment éduqués pour. C'est sûr que le Pinel, c'est pas ce qu'on recommande, ou même un bon nombre de lois de défiscalisation, malheureusement. Mais par contre, pour des investisseurs aguerris, c'est sûr que venir l'acheter a posteriori, on a les avantages d'avoir de l'immobilier quasi neuf, 9 ans, encore une fois. Et du coup, avec une belle décote, quoi. Et avec malheureusement une belle décote pour le vendeur. En plus, souvent, il y a un micro-marché, ils sont plusieurs à vendre en même temps, donc du coup, ça dévalorise leurs biens, parce qu'ils sortent tous en même temps au bout de 9 ans. Ça, au bout de 6, 9 ou 12 ans, ils sortent tous en même temps. Donc pour eux, c'est que de l'inconvénient, mais pour nos investisseurs, c'est pas mal. C'est de bonnes opérations. Après, c'est le malheur des uns fait le bonheur des autres parfois. Du coup, j'ai envie de dériver un petit peu sur l'immobilier pur commercial. Tu vois, là, on a bien focus sur ça. Toi, du coup, tu n'y crois pas trop, et je voulais savoir, toi, est-ce que tu investis à titre perso en SCPI? Qu'est-ce que tu en penses du marché des SCPI? Alors moi, j'investis pas en marché SCPI. J'ai jamais acheté de part des SCPI. Et c'est vraiment par conviction par rapport à tout ce que tu m'as dit, par rapport vraiment à l'évolution de la société? C'est par ça, ou tout simplement parce que tu n'as pas pris le temps de creuser le sujet? Alors non, c'est parce que aujourd'hui, sur les biens sur lesquels on se positionne, et en particulier moi sur lesquels je me suis positionné, le rendement était différent de ce qu'on peut trouver sur une SCPI. Oui, bien sûr, ouais. Et il y a aussi un autre sujet, c'est que je suis plus jeune, et donc moi au départ, quand j'ai voulu me lancer, je voulais faire de l'immobilier. Ça, on n'en a pas parlé, mais quand je me suis lancé, parce que je sais qu'on est timé, donc j'essaie d'aller straight to the point. Moi, je me suis lancé parce que je voulais juste être rentier, je voulais rien faire de ma vie, je voulais pas bosser. Donc pour moi, c'était on m'avait mis en tête on m'avait pas forcément parlé des SCPI, et quand tu regardes les SCPI, tu me dis si je me trompe, tu t'y connais mieux que moi, mais tu me poses la question, alors je me permets d'y répondre. Mais j'ai l'impression, soit c'est assez rare que tu puisses générer du cash flow, sauf si ton apport est suffisamment conséquent, mais j'imagine qu'il y a peu ou pas des SCPI où tu te positionnes et c'est génératrice elle génère du cash flow. Non, SCPI, clairement, tu fais pas ça pour faire du cash flow. C'est pas le. Alors, à moins que tu investisses comptant, là, j'imagine que tu parles à crédit, j'imagine. Tout à fait. Donc oui, non, mais un SCPI, tu fais pas de cash flow, et c'est pas le but. Et moi, étant donné que j'avais une philosophie où je voulais devenir rentier et je voulais rien faire de mon quotidien, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, bien au contraire, mais parce que j'ai trouvé quelque chose qui me passionnait. Souvent on dit il est feignant, etc. Je pense qu'il y a des gens. Mais c'est une fausse idée, tu sais, tous les gens qui sont devenus libres financièrement ne passent pas leur temps à boire des cocktails au bord de la plage. En fait, ils sont tellement levés le cul à créer leur richesse qu'en fait, ils peuvent pas s'arrêter. Et surtout qu'ils ont trouvé quelque chose où ils prenaient du plaisir. Mais c'est ça, ouais. Souvent, moi le premier, si je devais bosser tous les jours à l'usine, je serais le plus gros feignant de la Terre. Mais vraiment, moi je l'ai fait pendant 3 jours pour voir ce que c'était, parce que j'aime bien faire les choses pour après essayer d'avoir mettre la main sur le feu pour sentir que ça brûle. Voilà, exactement. Je suis un peu comme toi. C'est vraiment comme ça que je fonctionne. Et là, en l'occurrence à l'usine, c'était l'enfer. C'était l'enfer sur Terre. Et je peux comprendre qu'on ait la flemme d'y aller, évidemment. Donc bon, je sais pas, j'ai peut-être dérivé. Je sais pas si je réponds bien d'ailleurs à Non, mais tu as répondu à ma question. Et la raison pour laquelle tu n'investis pas en SCPI est complètement juste. Et moi, c'est ce que je dis très souvent à mes auditeurs, et même en conseil d'investissement. La SCPI, c'est fait pour un type de personnes. Par exemple, ceux qui veulent s'exposer à de l'IMO, mais qui n'ont pas envie ou le temps de gérer des locataires. C'est très bien, tu fais du 5-6% PPR bien et tout, sûr. Et c'est très bien. Tout à fait. Tu es diversifié, tu as ton capital qui croît tranquillement et tout. Évidemment, ce sera beaucoup moins rentable que faire de l'IMO physique où tu vas faire les travaux et machin. Quoi. Et d'ailleurs, si je peux passer un petit coup de gueule là-dessus, je trouve qu'il y a un unfair advantage énorme entre les SCPI et nous, notre activité, parce que les SCPI aujourd'hui, pour des conseillers en gestion de patrimoine, on en parlait là d'un. Alors toi, tu as une activité différente, mais moi je le vois avec mon pote qui est conseiller en gestion de patrimoine, qui a monté son cabinet. Aujourd'hui, il a un accord, et je les balance, je m'en fiche, il a un accord avec le Crédit Agricole où il peut lever 500 000 € sur de la SCPI, et c'est lui qui s'en occupe, et je crois qu'il a même pas vraiment. Alors je sais plus exactement, mais je suis quasiment sûr, il a même pas besoin de le faire valider par un conseiller, où le conseiller lui valide quasiment ce qu'il veut. Il peut monter un taux d'endettement, je crois que c'est 50%, alors que nous, on est putain de bloqué à 35% de taux d'endettement.
Et pardon, parce que je crois que tu sponsorises, on doit pas dire de gros mots, mais ça va couper. Non, c'est pas sponsor. Non, ça va. Aujourd'hui, Mais- c'est pas sponsor. Mais tu vois, nous, on est obligé d'aller se battre pour aller chercher des financements, etc. Et c'est vrai que ce marché-là est bien rodé et j'espère qu'à terme, on le sera tout autant parce que ça marche très bien les SCPI pour ça. Et j'espère que demain, on pourra faire des choses similaires et qu'on aura des accès auprès des banques qui seront équivalents parce que je trouve ça dommage qu'on puisse pas le faire comme ça aujourd'hui. Ouais, je comprends. Mais bon, bientôt. J'espère qu'un jour, je vois pas pourquoi on aurait, enfin, si il y a des raisons, évidemment, c'est beaucoup plus réglementé, etc. Mais je pense qu'on devrait avoir des accès auprès des banques où on peut avoir des accès un peu privilégiés, tout comme peuvent avoir des conseillers en gestion de patrimoine. D'ailleurs, ça peut être des conseillers en gestion de patrimoine qui distribuent nos. Ouais, qui distribue autant. Mais on a essayé avec mon pote, il a demandé au Crédit Agricole et même à d'autres banques s'ils pouvaient financer des produits d'investissement clairement. Ils ont dit non, c'est pas possible. Il peut financer les vacances des gens, il peut financer de la SCPI, je sais plus ce qu'il peut financer, mais il peut financer plein de trucs, mais pas de biens immobiliers des classiques. voitures aussi. Parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est du crédit conso. Enfin, Ouais. tu dois bien savoir comment ça fonctionne. Ah ouais, mais j'ai combattu ça quand je parlais de gestion de budget, donc je vois très bien. C'est du crédit conso qu'il fait. Alors certes, les taux sont plus élevés, mais il peut monter à 45-50% de taux À la d'endettement. limite, tu fais du crédit conso pour les CPI, ça reste un placement, mais là, je dis que j'ai combattu ça surtout pour la partie financer des bagnoles et tout. C'est pas très très simple pour les finances des gens. Non, mais il peut lever 30 000 euros pour un mec sans trop justifier, ou une fille d'ailleurs, mais 30 000 euros pour faire des voyages. Mais alors nous, si on demande pour faire de l'immobilier, il n'y a plus personne, quoi. On n'a pas le droit de le faire. Parce que les C'est banques, fou. elles ont peur, elles comprennent pas. Ouais, Moi, je j'ai l'impression qu'une banque, quand c'est un investissement qui est un peu récent, qui n'a pas fait ses preuves, et que tout simplement, personne ne le fait, ou personne ne l'a jamais fait, donc on le fait pas, quoi. C'est comme... Bon, je dérive un peu, mais la crypto, tu vois. La crypto, moi encore, il n'y a pas longtemps, j'ai essayé de faire un virement sur une plateforme de crypto avec ma banque traditionnelle. Ben, ça passe pas, quoi, parce que c'est de la crypto. Alors qu'aujourd'hui, je sais pas, tu as BlackRock qui a fait un ETF crypto. Et alors que tu vas sur leur même banque en ligne, il n'y a pas de souci, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, tout à fait. En tout cas, j'espère que ça évoluera dans le bon sens et qu'on aura de plus en plus la main pour aller octroyer les financements parce qu'aujourd'hui, on propose des produits sympas. Bon, après, ce qui est cool, c'est que on a quand même pas mal d'investisseurs qui ont des moyens financiers importants et quand tu travailles avec des banquiers privés, ils ont plus le temps en fait pour toi. Donc du coup, ça va. Et puis, on a un des banquiers, je citerai pas son nom puisque je sais qu'il veut pas trop qu'on en parle. Je sais même pas s'il écoute le podcast, mais ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a un des banquiers privés qui accompagne nos investisseurs qui s'est positionné sur un bien. Trop bien. Donc en général, ça témoigne. Ouais, ça montre un peu la confiance, quoi. Ça témoigne de l'intérêt de l'investissement. Tu m'as parlé, du coup, on a abordé très brièvement tes autres activités, du coup, parce qu'on a fait, je pense, un bon tour. Alors d'ailleurs, avant de passer sur ces activités, on a fait un bon tour, je pense, sur l'immobilier résidentiel commercial. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, un complément qu'on n'aurait pas dit, quelque chose d'important à comprendre pour les potentiels futurs investisseurs, qui passent par chez toi, qui le fassent eux-mêmes en solo est-ce qu'on a oublié quelque chose d'important à préciser? Non, je pense qu'on a fait le tour. J'ai probablement oublié quelque chose, mais là, je vois pas. Ça reviendra peut-être après. Je Moi, pense tout à l'heure, que tu m'as pris à froid. non, mais en tout cas, profiter. Moi, j'ai mis des années à réfléchir à ce modèle et à le modéliser. Ça fait des années que je veux le faire. On n'y est pas venu tout à l'heure, mais moi, quand j'ai commencé à investir, j'ai essayé de faire des beaux amphithéotiques avec des mairies. J'ai essayé de négocier avec un abattoir pour avoir des partenariats. J'ai essayé de négocier avec Yves Rocher à l'époque pour avoir un partenariat. J'ai essayé, mais vraiment de le faire depuis des années et des années avec des organismes publics, comme je disais, mairies et autres. Parce qu'un bail amphithéotique, ça nous permet d'avoir une longueur encore plus importante au niveau du bail, un engagement plus fort pour valoriser l'actif encore plus. Et aujourd'hui, on arrive à un modèle qui est imparfait. Parce qu'on peut pas se positionner sur n'importe quel secteur géographique, parce qu'on a des rendements qui sont les nôtres, qui sont pas les meilleurs, qui restent bons mais qui sont pas les meilleurs. Je sais qu'on peut en obtenir d'autres différents, mais simplement ce que j'ai envie de dire, c'est si vous avez une réflexion long terme et que vous voulez développer votre patrimoine, je pense qu'on est sur un actif qui est aujourd'hui en immobilier en tout cas parmi les meilleurs parce qu'il conjugue les avantages. Et comme tu as dit, tu croises le meilleur de deux mondes en fait, tu vois, et je pense que ça c'est un... Moi, si je dois retenir une phrase de notre échange, c'est croiser le meilleur de demande entre l'IMO résidentiel et l'IMO commercial, quoi. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Ça va peut-être être le titre de mon épisode, tu vois. C'est le meilleur des mondes d'Albus Huxley. Bon, c'est autre chose, mais si vous voulez regarder ce film, c'est exactement le meilleur des mondes, le meilleur des deux mondes pour préciser. Mais en effet, je pense que c'est ça. Ouais. Non, je pense que c'est une bonne stratégie et en plus, on l'évoque peu parce que pour être totalement franc,
et je vais passer pour un gros connard, mais on l'a pas fait pour ça au départ. Mais l'aspect social en plus aujourd'hui prend de plus en plus une importance parce qu'on essaie de développer un peu l'aspect associatif et c'est pas anodin parce qu'en plus d'avoir un investissement où vous gagnez de l'argent, moi le premier quand je fais des investissements c'est évidemment pour gagner de l'argent. J'en ai vu passer des investisseurs. J'avais une question, tu sais, j'avais mes tableaux, je sais pas si t'as déjà fait ça, enfin tu dois avoir ça aussi. Tu sais, tu fais ton tunnel et tu poses toutes tes questions. Et ma question c'est pourquoi souhaitez-vous investir? Puis les gens ils disaient des trucs un peu approximatifs et tout. Et puis à la fin ils me disaient, et puis évidemment pour gagner de l'argent. Oui, bon, tu le fais pour gagner de l'argent. Oui, c'est vrai, je fais que pour ça quasiment. Oui, que pour ça. Bon, voilà. Et donc il faut être honnête sur la manière dont, pourquoi on fait les choses. Et je pense aussi qu'il n'y a pas que des gens qui font ça, c'est juste que j'attire aussi des profils comme ça. Mais par contre, il y a un enjeu social qu'on n'avait pas forcément vu au départ et qui n'est pas anodin aujourd'hui. Moi, je suis assez content et assez fier de me dire que peut-être qu'on peut loger des profils qui en ont besoin. Et donc, si en plus de pouvoir gagner de l'argent, parce que c'est quand même l'objectif de beaucoup de personnes, on peut faire le bien au passage, ben, tant mieux. Ouais, ça fait une pierre deux coups, quoi. Ouais, bah, félicitations, j'avoue que c'est pas quelque chose auquel j'aurais pensé non plus, et puis c'est toujours bien d'avoir du sens dans son investissement, quoi. Donc mais c'est une externalité positive. Parce que je veux pas faire le gars en disant ouais on avait prévu de loger les migrants et les femmes battues. T'es très honnête, hein, t'es très authentique. Et du coup ça a été un petit peu la cerise sur le gâteau que t'avais pas forcément vu mais qui te permet aujourd'hui d'allier finalement investissement et un peu de social. C'est comme on avait réfléchi à planter des arbres à chaque fois qu'on faisait une transaction, c'était reverser de l'argent à une association pour planter les arbres. Mais on s'était dit, si on le fait, c'est pourquoi? C'est pour l'afficher sur notre site et dire à tout le monde qu'on fait du développement durable et qu'on est écolo. Est-ce qu'on l'est vraiment? Non. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Bah oui, carrément. Je pense qu'avoir une démarche écologique, c'est probablement pas idiot. Mais est-ce qu'on est pleinement comme ça? Non. Aujourd'hui, je prends X fois l'avion dans l'année. Ça serait complètement hypocrite de ma part de le faire. Donc on l'a pas fait. Pour autant, s'il y a une association qui nous demande de donner de l'argent pour le faire, peut-être qu'on le fera, mais sans pour autant le mettre en avant. Et là, c'est la même chose. Il y a un aspect social qui rentre en jeu. Mais dire qu'on le faisait pour ça, la réponse est malheureusement non, parce que j'aimerais bien dire oui, on le fait pour ça, mais malheureusement non, mais c'est des externalités positives non négligeables malgré tout, parce qu'elles sont cool. Ok. Bon, du coup, j'en viens à ma question. Oui, pardon. Non, mais pas de souci. Donc, si on parle de tes autres activités, du coup, ça va être on va un peu conclure sur ça. Oui. Donc là, ton activité, bref, le sujet qu'on a développé, c'est une de tes activités où tu as les mots-clés en main sur ce type de niche. Oui. Quelles sont tes activités aujourd'hui, Amaury? Alors, le podcast, principalement pour rencontrer du monde. Alors, dis le nom de ton podcast, parce que j'aime beaucoup le nom de ton podcast. Merci, c'est gentil. Père Castor, raconte-nous ton histoire. Et pareil, je vais rendre à César ce qui appartient à César. C'est le nom de notre podcast initialement, parce que la première saison, on l'a fait avec Erwan. Et on l'a décidé ensemble. Et d'ailleurs, je sais plus si c'est... Je crois que c'est moi qui avais dû penser à Père Castor et lui qui avait dû trouver la suite ou un truc comme ça. Okay. Et l'émission que vous connaissez tous, c'est Père Castor, raconte-nous une histoire. Et nous, on s'est dit, raconte-nous ton histoire. Pour mettre en avant l'invité. Ouais. Exactement. Donc ce podcast-là, qui est une activité non lucrative dans le sens où je ne gagne pas d'argent à faire cette activité, pas directement en tout cas, indirectement si, puisque ça permet de faire du réseau, on en a parlé, et donc c'est pas négligeable pour les activités qu'on a. Et après, on a une activité de formation, on a un centre de formation, et on travaille avec les entrepreneurs dans les métiers de l'investissement immobilier, les entrepreneurs au sens large, et on forme tout un tas de personnes à ces sujets-là pour que demain ils soient autonomes sur la partie entrepreneuriale, que ce soit dans l'investissement immobilier ou même pour lancer une activité économique différente. Voilà ce que je fais aujourd'hui. Puis moi, je suis moi-même investisseur. J'ai des biens immobiliers en Bretagne. Mais d'ailleurs, si on peut terminer là-dessus, sur toi, ton patrimoine aujourd'hui, alors sans forcément donner les chiffres, tu as quelle proportion, on va dire, alors moi, j'ai pas mal revendu, mais aujourd'hui, j'ai encore un terrain où il y a un projet de lotissement de 31 lots en Bretagne, à Pontivy exactement. J'ai 2 autres terrains à côté, donc c'est des petits terrains, ils font... Alors, la taille exacte, je peux pas te la donner, mais je crois que c'est entre 400 et 500 mètres carrés chaque terrain. Ensuite, j'ai un local commercial, j'ai un T2, 6 studios.
Ah, quand même. De... Ça va. Ouais, alors après, dit comme ça fait beaucoup. En réalité, c'est beaucoup de petits produits de par leur prix, puisqu'on les a achetés en campagne. Donc, c'est pas des montants qui sont exorbitants. Ouais. J'ai pas un patrimoine gros comme ça. Donc voilà. Et puis après, j'ai quelques maisons. Si je dis pas de bêtises, t'as 25 ans, c'est ça? Ouais, c'est exactement. Donc à 25 ans, t'as bien, c'est-à-dire t'as bien commencé tôt et t'as... Ouais, bah, j'ai commencé dès que j'ai pu. À 18 ans, j'ai commencé à chercher, à essayer de me positionner sur des biens immo. Donc ouais, j'ai commencé. Et sur le financier, du coup, est-ce que tu investis en bourse, en crypto? Alors SCPI, non. Alors, mais j'ai un PEA où j'ai dû mettre 500 euros juste pour bien, l'ouvrir. Voilà, c'était pour l'ouvrir. C'est pour ça que je l'ai fait. D'ailleurs, petite parenthèse, PEA, c'est très bien ce que tu as fait. J'invite tous les gens à ouvrir un PEA, même si vous mettez juste 100 euros, c'est déjà une très bonne chose. Ouais, bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai juste mis 500, mais en gros, j'ai ça. J'ai plus de crypto. J'en avais, mais pas beaucoup. Mais j'ai perdu à chaque fois que je mettais de l'argent dessus. Je sais pas, ça me stressait trop, genre la volatilité et tout. C'était pas pour moi. L'immobilier, ça m'allait très bien. Après, j'ai fait des opérations, je l'ai pas dit en immo, mais d'achat-revente aussi. Donc qui sont pas du locatif détenu. Et après, est-ce que j'ai de la bourse? Non, j'ai pas. Donc pas de compte titre, pas d'assurance vie, enfin sur le PE du coup t'as que non, okay. J'ai que ça. C'est assez marrant quand même parce que tu vois, je considère, tu vois, avec les discussions qu'on a eues quand tu m'as interviewé et puis maintenant, et puis même notre repas, je me rends compte que t'es quand même, surtout pour ton âge, tu vois, t'es quelqu'un de chevronné, tu vois, selon moi, que ce soit en tant qu'entrepreneur et d'investisseur. Et si je peux me permettre, tu fais un peu l'erreur que font 90% des Français, à savoir avoir un patrimoine uniquement en IMO, tu vois. Et alors, je dis pas que c'est bien, pas bien, parce que ça dépend, voilà, évidemment, de ton aversion au risque, de ce que tu veux faire, et ça peut être une très bonne chose. Mais je trouve que c'est étonnant qu'avec surtout les rencontres que tu as fait, que tu n'aies pas mis plus un pied, tu vois, dans le monde financier, notamment à la bourse, tu vois. Je pense aux ETF, tu vois, forcément, qui est moi ce que je prône le plus. Et pour quelle raison, tu vois, est-ce que déjà tu as pensé à ça? Tu t'es dit, ok, mon patrimoine 100% IMO, ça me va. Ah bah bien sûr. Est-ce que, tu vois, quel est ton point de vue là-dessus? Alors, mon point de vue est le suivant. C'est que, je fais ce que j'aime, et c'est vrai que les autres sujets, à part l'immobilier, ça me plaît pas trop. J'estime que le temps de travail que je devrais y passer pour le comprendre est trop long. J'avoue que j'ai du mal à faire confiance pour les investissements autres que... Donc j'ai pas délégué cette partie-là. Tu vois, mon pote qui est conseiller en gestion de patrimoine, il m'a déjà demandé plusieurs fois pour placer sur des produits, etc. Moi, je vais te dire, j'ai l'impression qu'on m'arnaque tout le temps dans ces trucs-là. Donc je prends un conseiller indépendant. Non mais c'est vrai, j'ai tout le temps l'impression de me faire arnaquer, etc. Donc j'avoue que Enfin, je vais pas dire que c'est vrai ce que tu dis, mais il faut juste comprendre le mode de rémunération. Si tu es OK avec ça, tu ne seras pas arnaqué, il faut juste le comprendre. Après, l'autre solution, c'est juste simplement de le faire en autonomie. Moi, c'est pas si oui, mais en autonomie, je pense que ça prend du temps. À chaque fois que j'ai essayé de faire un truc, ça n'a pas marché. En fait, en immobilier, ça a quasiment tout le temps marché pour moi. Du coup, moi, je fais un peu all-in. Enfin, ça a tout le temps marché pour moi sur cette partie-là. Je continue de le développer. Comme tu dis, je suis jeune. Au pire, je perds tout mon immobilier. Pas la fin du monde. Enfin, je suis diplômé d'Audencia, c'est une grande école de commerce en France aujourd'hui. J'irai prendre un taf comme monsieur et madame tout le monde. Je pense que j'aurai un peu plus le temps de me diversifier. En fait, la vision, c'est de se dire, il y a beaucoup de personnes que je connais qui ont quand même des grosses réussites entrepreneuriales. Et souvent, on te dit, il faut être focus sur un sujet et y aller pleine balle. Et d'ailleurs, ceux qui réussissent le plus, la plupart du temps, ils sont focus sur un sujet. Et moi, déjà, j'ai cette frustration et cette peur un peu d'être sur plusieurs business en même temps. Alors je me dis, si en plus sur mes actifs financiers je suis sur plusieurs projets en même temps, en fait je vais finir par être partout et être nulle part. Donc je préfère me focaliser sur un secteur d'activité, l'immobilier, que ce soit à travers la formation, que ce soit à travers des projets clés en main, que ce soit à travers les investissements, et en effet mettre les autres sujets de côté. Je m'y intéresserai probablement un peu plus tard, j'en ai tout à fait conscience, mais on va dire que je suis prêt à prendre le risque de tout perdre. Et que l'immobilier est une valeur zéro, que je n'imagine pas, mais qui pourrait arriver, plutôt que me diversifier et continuer à faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire à mettre 1000 euros sur le Bitcoin ou 2000 et être stressé, ou aller faire des robots trading, parce que j'ai essayé ça aussi. Ça, on n'en parle jamais, mais tu vois, c'est ça qui est marrant, tu vois, dans ton profil, c'est que tu es une machine en IMO, tu réussis, tu fais des trucs de fou et tout. Bon, évidemment, tu as des compétences et des connaissances. Et à côté de ça, tu n'as pas juste mis, tu es parti sur...
on va dire le FOMO, crypto, robot trading, tout ce qu'il faut pas faire. Tu Ah vois. ouais, de ouf. Je dis pas que la crypto est mauvaise. Enfin, moi, je suis pro crypto et tout. Et enfin, après, voilà, il y a une question de croyance et de connaissance aussi. Mais tu vois, les robots trading ou même faire du court terme sur la bourse, tu vois, c'est plutôt des erreurs de débutants. Mais et c'est ce qu'il faut évidemment pas faire. Mais tu vois, bon, après, je veux pas forcément te faire une analyse de patrimoine maintenant, tu vois, mais si on a le temps en off, j'arriverai à te convaincre d'investir en ETF. Parce que c'est vraiment, enfin, tu vois, si je te parle d'ETF, c'est passif en fait. T'as besoin de rien faire, tu vois. T'as pas à choisir tes actions, t'as rien à faire et. Mais comme l'immobilier, finalement, si tu l'automatises bien, ça peut devenir. C'est 100 fois plus passif les ETF que l'immobilier. Oui, mais je suis d'accord. Ça peut être plus passif, mais si t'es sur de l'immobilier d'habitation ou même de l'immobilier d'entreprise ou de l'immobilier d'habitation que tu loues à des entreprises, enfin, tu vois, tu mets ça en gestion, tu utilises l'effet de levier. Il y avait ça aussi qui était important, c'est que moi, l'impact sur mon patrimoine, je le vois beaucoup plus rapidement quand tu utilises l'effet de levier et que tu achètes de l'IMO que quand tu mets 100 balles tous les mois sur un ETF. Et on est d'accord, c'est le gros avantage de l'IMO vers la bourse. Bien sûr. Il n'y a pas photo, c'est clair. Et donc, c'est pour ça. Après, moi, je dis pas que tu as tort. Je pense qu'au contraire, tu as raison et qu'aujourd'hui, je suis probablement trop exposé sur un secteur d'activité. Après, ça me convient bien. Et je pense aussi, c'est pas pour faire mon Calimero, mais que j'ai un quotidien qui est assez stressant malgré tout. Et finalement pouvoir me concentrer sur un domaine et mettre un peu les œillères. Et puis tant pis, si ça marche pas, c'est pas grave, je me relancerai dans autre chose à un moment donné. Mais... j'arrête de t'embêter avec mes ETF. Non, je pense que c'est une bonne idée, mais aujourd'hui, je crois que je me suis beaucoup restreint et j'ai voulu beaucoup me concentrer sur mes activités pro et je préfère me faire plaisir avec les liquidités que j'ai par les revenus et construire ce que j'ai en tête. Parce que moi, l'idée derrière, c'est de potentiellement monter une grosse foncière, voire même une SCPI. Éventuellement, j'en sais rien, c'est pas modélisé précisément, mais justement où on va acheter de l'habitation, du résidentiel qu'on va louer à des entreprises pour valoriser un portefeuille et après le revendre ou autre et travailler justement avec les investisseurs avec qui on est aujourd'hui pour pouvoir lever de la dette parce qu'ils ont des moyens financiers importants pour certains d'entre eux et aller faire quelque chose de plus gros. Ça, c'est mon modèle et c'est pour ça que je le développe aujourd'hui. Avec, tu vois, la formation qu'on fait aujourd'hui ou peut-être que demain, les gens qu'on forme pourront devenir des chasseurs immobiliers, etc., devenir apporteurs d'affaires parce qu'ils sont passés par ces sujets-là. Et puis, c'est l'image que je m'en fais, c'est l'image que j'ai envie de faire, sur laquelle j'ai envie d'aller, plutôt que aller mettre 500 € par mois, par exemple, ou même 1000 € par mois, ou même 100 € par mois, peu importe les moyens financiers, mais sur des ETF ou autres, et du coup avoir moins de plaisir à l'instant T. Enfin, moi, il faut savoir qu'à une époque, quand j'allais au kebab, je mangeais un sandwich avec du jambon à l'intérieur. En plus, ça, pour le coup, c'était vraiment pas sympa pour le mec du kebab. mais j'allais au kebab et je mangeais un sandwich avec du jambon à l'intérieur parce que je voulais pas dépenser 4 € pour payer un kebab. Donc, je viens d'une époque où j'étais vraiment très, très restreint. Aujourd'hui, j'ai envie de me faire plus plaisir au détriment certainement de ces classes d'actifs. Et peut-être que je m'en mordrai les doigts dans plusieurs années. Mais pour l'instant, ça va. J'arrête de t'embêter, promis. De toute façon, on a un peu explosé le compteur là. Merci beaucoup Amaury pour. Alors peut-être avant de terminer, où c'est qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu peux peut-être redonner le nom de ta boîte de clés en main? Où c'est qu'on te retrouve? Est-ce que tu es présent sur LinkedIn? Est-ce que tu crées un peu de contenu? Enfin, si on veut venir te parler ou te voir. Alors LinkedIn, toutes les semaines, je publie les nouveaux podcasts, je partage les podcasts. Amaury Tardier. Ouais, exactement. Amaury, A-M-A-U-R-Y et Tardier, T-A-R-D-I-E-R. Sur Insta, ça je publie beaucoup plus, des stories, comme je t'ai montré tout à l'heure, puisqu'on va au camp des on va se retrouver au Club France pour les JO, pur hasard. Mais... ça va être bien. Parce qu'on y était hier, vous voyez, on est, je sais pas, on doit être le 29 juillet, quelque chose comme ça, je crois, aujourd'hui. Et hier, il y a eu beaucoup de médailles. Il y a eu le mec qui faisait du canoë-kayak qui a gagné la médaille d'or. Donc c'était vraiment la folie. Donc Insta, sur TikTok, j'ai pas de compte TikTok où je publie, on a Percastor, per.castor pour les contenus vidéo qu'on publie des extraits de podcast. Et sinon, voilà, LinkedIn, Spotify et YouTube. YouTube, c'est Amaury Tardier pour la chaîne YouTube. Top, je mettrai ça en description. Merci Amaury. Merci à toi. Pour le contenu, c'était super intéressant. Puis écoute, à bientôt. À bientôt.